Nous avons le plaisir d'accueillir désormais le docteur Frédéric Stroh, historien, chercheur associé à l'Université de Strasbourg, spécialisé dans l'histoire du national-socialisme en Alsace et dans d'autres territoires annexés par le Troisième Reich. Il a soutenu une thèse en 2018 sur l'histoire de la répression des homosexualités sous le national-socialisme en Alsace et dans le Bade. Il travaille aujourd'hui pour un projet de recherche du Saarland sur la répression de l'homosexualité. Frédéric Stroh a également publié et réalisé un documentaire sur l'histoire de l'incorporation de force en Alsace, mais aussi à l'échelle européenne. Thème fort actuel, comme on l'a entendu avec Frédéric Naudufour hier, puisqu'une plaque mémorielle a été installée aux Invalides à Paris au début de ce mois même. Frédéric Stroh a organisé et animé au cours des années 2024 et 2025 un cycle de rencontres scientifiques et mémorielles intitulé « Vie en guerre et en dictature, Alsace 1939-1945 » en collaboration avec l'Université de Strasbourg et les archives d'Alsace. Ce cycle de rencontres réunissait les derniers résultats de la recherche historique sur le cas particulier de l'Alsace sous le national-socialisme et durant la Seconde Guerre mondiale et les évolutions mémorielles en cours. Il nous apporte aujourd'hui un retour critique sur ce cycle de rencontres avec cette perspective alsacienne sur ce qu'on pourrait appeler le moment mémoriel 2025. Merci Frédéric. Merci Amélie pour cette présentation. Bonjour à tous. Ja, vielleicht einige Wörter auf Deutsch, weil ich glaube, die Mehrheit hier kommen aus Deutschland. Also ich bedanke mich zuerst beim Blauen Haus und alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für die Einladung. Und ich freue mich, dass diese Dialoge über den Rhein hinaus durch solche Veranstaltungen sich fortsetzen kann. Ja, also wie gesagt, ich rutsche jetzt zum Französisch. Alors, comme Amélie vous le disait, je vais vous présenter rapidement quels ont été nos objectifs et la méthode employée dans le cadre de ce cycle de rencontres à la fois donc scientifiques et mémorielles, qui s'est donc déroulé en Alsace entre décembre 2024 et juin 2025, à l'occasion donc des 80 ans de la libération ou de la fin de la guerre. Donc en partenariat entre l'Université de Strasbourg et les archives d'Alsace. Alors, je pourrais aborder la question à travers différents points, différents enjeux qui ont été les nôtres au cours de ce cycle, mais je vais donc insister sur deux des approches centrales qui seront sans doute les plus évocatrices pour vous et qui rentrent pleinement en écho avec les projets que mène le Blaues Haus et notamment donc Pont pour l'avenir, auquel est dédiée cette conférence. D'une part, la perspective biographique, et d'autre part, la perspective transfrontalière. Alors, ce cycle est né d'un double constat. D'abord, concernant l'histoire particulière de l'Alsace durant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire qu'elle a générée. Il existe actuellement encore des divisions mémorielles très importantes sur cette histoire de l'Alsace durant la Seconde Guerre mondiale, des divisions qui restent très vives, aussi bien entre l'Alsace et le reste du territoire français qu'au sein même de la société alsacienne. Ces divisions s'expliquent principalement par le fait que l'annexion allemande de l'Alsace y a entraîné une répression et une mortalité plus importante que dans les autres territoires français, et qu'elle a davantage imposé à chacun de s'engager, à chacun de faire des choix, mais des choix, il faut toujours le rappeler, sous la contrainte d'un régime totalitaire.
De cette histoire particulière a résulté donc une grande variété de parcours, parfois très opposés, qui ont concerné des grandes masses de personnes. Et c'est cette pluralité des expériences de la guerre qui se prolonge aujourd'hui par des tensions mémorielles entre différents porteurs de mémoire et une difficulté à construire un consensus mémoriel, à la fois au sein de la société alsacienne, mais aussi au sein de la société française. Et la longue controverse qui a émaillé les débuts du projet de mur des noms dont Frédéric Naudufour vous a parlé hier, a été l'une des expressions de ces tensions mémorielles en Alsace. Donc, du côté de la mémoire, des tensions. Alors qu'en parallèle, on constate que du côté de la recherche, depuis quelques années, il y a eu un profond renouvellement historiographique sur l'histoire de l'Alsace durant la guerre, mené aussi bien par des chercheurs alsaciens, français, que des chercheurs allemands. Et la recherche allemande fait aussi beaucoup pour faire avancer la connaissance de l'histoire de l'Alsace durant la guerre. Ces chercheurs osent s'intéresser à de nouveaux groupes, notamment à de nouveaux groupes de victimes. Je pense aux femmes incorporées de force, aux nomades, aux témoins de Jéhovah, malades psychiatriques, les homosexuels, les travailleurs forcés étrangers, autant de groupes qui jusqu'alors n'attiraient pas l'attention des chercheurs. Mais aussi, ils s'intéressent au groupe des Alsaciens ralliés au régime, notamment les volontaires alsaciens dans la Wehrmacht ou la Waffen-SS. On a longtemps dit que c'était pratiquement que des Allemands installés en Alsace, alors que non, une grande partie de ces volontaires ont été des Alsaciens. On s'intéresse aussi de plus en plus aux Ortsgruppenleiter, donc ces Alsaciens engagés dans le régime, pour le régime au niveau local. Ces chercheurs osent réinterroger les interactions entre occupants et occupés, en soulignant notamment les marges de manœuvre des uns et des autres. Ils s'intéressent à la vie quotidienne, aux attitudes conformistes d'une partie de la population alsacienne. Par ailleurs, les chercheurs changent d'échelle d'analyse en replaçant le cas alsacien dans une perspective franco-allemande, voire européenne. Au final, cette recherche dessine progressivement une histoire de l'Alsace dans la guerre bien plus nuancée et bien plus inclusive, finalement plus complexe que ce qu'on en disait jusqu'alors. Le problème, c'est que cette nouvelle historiographie peine encore à pénétrer la société alsacienne. Finalement, les représentations de tout un chacun évoluent très lentement par rapport à la recherche. D'où l'idée, donc, de mettre en dialogue le monde de la recherche et le grand public à l'occasion de la commémoration des 80 ans de la fin de la guerre. Puisque le public alsacien est en grande partie enfermé dans une vision étroite, voire caricaturale, de l'histoire de l'Alsace durant la guerre. On se concentre principalement sur les Alsaciens, on oublie toutes ces populations étrangères qui ont été amenées du fait de la guerre en Alsace, les travailleurs forcés, les populations juives exterminées, ce groupe de juifs exterminés au camp du Struthof, par exemple. Toutes ces populations, longtemps, elles n'étaient pas dans la vision des Alsaciens. Par ailleurs, lorsqu'on s'intéresse en Alsace à l'histoire des Alsaciens durant la guerre, on se focalise généralement sur l'histoire des incorporés de force, comme le disait Amélie, et on oublie les autres groupes, notamment les autres groupes de victimes que j'évoquais tout à l'heure. Et on a aussi une vision simpliste de l'histoire, notamment en réduisant les incorporés de force à des patriotes francophiles et des victimes. Il y a d'autres aspects qui ont été longtemps occultés et qu'il est intéressant de faire découvrir au grand public. Il nous apparaissait donc important de diffuser les résultats de la recherche en dehors du monde académique. Selon nous, la recherche ne doit pas rester isolée, mais doit contribuer à construire une mémoire qui soit plus en accord avec l'état actuel des connaissances et aussi une mémoire plus apaisée, parce que je vous disais qu'il existe encore des tensions importantes. Et donc, les historiens ont une responsabilité citoyenne, surtout dans un monde où l'histoire est souvent l'objet d'instrumentalisation dans les débats politiques ou sociétaux.
Ça a été donc notre objectif. Alors, la méthode. Nous sommes décidés à organiser un cycle de rencontres et non pas une exposition ou un film documentaire, euh, car il nous importait d'aller à la rencontre du public et à susciter des échanges entre le monde académique et le grand public, mais pas uniquement euh, que les chercheurs puissent s'exprimer devant le grand public, mais également que le grand public puisse s'exprimer devant les chercheurs et susciter véritablement un dialogue entre les deux. Des interactions qui aillent donc dans les deux sens. Il nous semblait que les deux côtés avaient à y gagner. Le monde de la recherche aussi a y gagné à cet échange avec le grand public alsacien. Et d'ailleurs, nos configurations généralement, autant que possible, étaient telles que on n'a pas donné l'accès au podium, au micro, uniquement aux chercheurs, mais on a essayé chaque fois de créer des groupes, des binômes, des groupes de trois, qui alliaient à la fois des chercheurs universitaires, des chercheurs amateurs, des gens qui ont fait des recherches sur leur propre histoire familiale, sans être des professionnels de l'histoire, ou alors aussi des gens d'autres univers, notamment des artistes, des dessinateurs de bandes dessinées, par exemple, sur le sujet de la guerre. Voilà, vraiment susciter un dialogue entre ces mondes qui finalement communiquent assez peu. Alors, nous avons organisé deux types de rencontres. D'une part, un colloque en février à Strasbourg qui était plus axé scientifique. L'objectif était de poser le cadre scientifique et les enjeux à la fois scientifiques et mémoriels du projet. Mais surtout, nous avons organisé une série de 9 conférences débats entre décembre 2024 et juin 2025 à travers l'ensemble du territoire alsacien. Donc, on ne s'est pas concentré, limité à Strasbourg. L'objectif était d'aller à la rencontre de la population, en particulier dans des villages ou des villes de taille moyenne, des lieux du quotidien. Par exemple, dans des mairies, dans des écoles, des bibliothèques, des salles culturelles, etc. Il faut reconnaître que le nombre d'auditeurs participants a été très variable. Il est finalement assez difficile d'aller d'organiser de telles rencontres dans des villages ou des villes de taille moyenne. C'est toujours un pari que de décentraliser de telles rencontres. Parfois, il faut avouer, ça a été un échec en termes d'audience. On n'a pas réussi à mobiliser les populations locales. Mais quand cela, en revanche, a fonctionné, c'était d'autant plus une réussite puisqu'on avait réussi à toucher des gens qui ne se seraient jamais déplacés jusqu'à l'université pour entendre des chercheurs. Donc c'est un pari, c'est un risque, ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est doublement satisfaisant. Alors, il est certain qu'on a eu aussi des problèmes de communiquer. C'est toujours une difficulté, ça, quand on organise de telles rencontres, arriver à faire circuler l'information, à communiquer auprès du public à l'échelle locale. Mais on a aussi pu remarquer que le nombre d'auditeurs était très variable en fonction des thématiques. Il y a des thématiques qui attirent plus que d'autres. Et typiquement, on a fait une rencontre sur les Alsaciens dans la Libération. On a eu salle comble, on a dû refuser des gens. On a fait une autre rencontre sur les femmes, axée sur les femmes durant la guerre. On a eu très très peu de monde et un public vraiment spécifique. C'était pratiquement que des femmes et plutôt âgées, des femmes retraitées qui étaient engagées dans le mouvement féministe dans les années 70. Voilà, donc des thématiques qui intéressent plus que d'autres. Donc, par contre, ce qui a bien marché, c'est notamment une fois, on est allé à la rencontre d'habitants d'un petit village, Bischofsheim, près d'Obernai, et parce qu'on a parlé là d'habitants du village durant la guerre, les gens se sentaient impliqués, étaient bien plus intéressés d'écouter les biographies de gens qui habitaient dans leur village, et notamment le curé du village. Donc c'est là un bon point pour arriver
à intéresser les gens, à leur parler vraiment de leur territoire à eux, le plus proche possible. Parmi nos partenaires et cofinanceurs, donc on disait les Archives d'Alsace, l'Université de Strasbourg, mais on a surtout pu profiter de programmes spécifiques et d'aide au dialogue entre la recherche et la société. Donc des programmes de vulgarisation, pourrait-on dire. Ces programmes sont nombreux. Nous, on a pu bénéficier, par exemple, de l'initiative d'excellence de l'Université de Strasbourg intitulée «Sciences en société et en territoire». Donc, il y a des fonds spécifiques pour ce dialogue avec le grand public, ou encore le programme Hors les murs du CIERA, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, qui là aussi a des fonds spécifiques pour ce dialogue. Alors, il faut dire que ces fonds, ces programmes sont relativement peu utilisés. Le monde de la recherche tend à les ignorer, est plus habitué à organiser des colloques pour des scientifiques qui font des colloques pour des scientifiques, et il délaisse ce type de format, alors qu'il y a des subventions qui sont accordées spécifiquement par le milieu académique pour ce genre de rencontres. Et c'est pour ça qu'il me paraît important de souligner l'existence de tels programmes et d'inciter aussi les gens de la société civile, les gens comme vous qui travaillez dans des mémoriaux, des musées, etc., de penser à ces programmes. Et si les chercheurs ne prennent pas l'initiative, vous d'aller à la rencontre des chercheurs pour construire ce dialogue. Et l'université a des fonds spécifiques pour ça. Par ailleurs, nous avons pu bénéficier du label de la mission nationale des 80 ans de la Libération, donc une mission intergouvernementale à l'échelle nationale qui était là pour soutenir et structurer tous les événements en lien avec les 80 ans de la Libération. Ce label a été important pour nous puisqu'il s'agissait d'un projet principalement alsacien. Ça nous a donné une reconnaissance à l'échelle nationale. Ça a permis aussi de communiquer à l'échelle nationale sur ce projet. Alors, je vous disais, on a eu deux approches principales, notamment l'approche biographique. Pour transmettre le savoir et susciter des échanges au sein de la société, nous avons donc choisi de présenter des études de cas biographiques, avec l'idée que c'est ce qui allait le plus facilement parler au public et rendre les choses concrètes, palpables. Donc, au cours de ce cycle, ont été présentées plus d'une soixantaine d'études de cas biographiques. Ce choix s'inscrit dans une tendance générale, puisque l'entrée biographique se retrouve actuellement dans de nombreuses initiatives mémorielles sur l'histoire de l'Alsace durant la guerre, comme d'ailleurs ici en Bade avec les projets du Blaues Haus ou bien les projets de Sandra Busch aussi, qu'on a déjà évoqués. Et vous avez pu entendre hier la présentation de certains de ces projets. En Alsace aussi, beaucoup de projets ont eu cette entrée biographique. Pour citer quelques projets portés au niveau de l'université, vous avez le projet de plateforme wiki RusMed, qui met en ligne des biographies en lien avec la faculté de médecine de la Reichsuniversität de Strasbourg pendant la guerre, ou encore un projet de masterand en histoire sur la plaque dédiée aux morts de l'université. Alors, pour ceux qui connaissent, au palais universitaire à Strasbourg, vous avez cette plaque à l'entrée avec 119 noms de victimes de la guerre qui étaient membres de l'université. Et un groupe d'étudiants a travaillé sur ces noms et a réussi à reconstruire les biographies derrière ces noms et aussi à déceler des erreurs. Et notamment des manques sur cette plaque. Donc l'entrée biographique est vraiment très utilisée en ce moment dans la recherche et dans le travail mémoriel. En particulier donc en matière de pédagogie, l'intérêt est évident puisque c'est un médium attrayant, relativement facile d'accès, qui rend l'histoire palpable, en jouant bien sûr sur le facteur émotionnel et sur des processus d'identification
avec la personne. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. C'est la base et l'intérêt de tous ces projets que nous pouvons porter actuellement autour des biographies en lien avec la guerre. Mais il me semble important de réfléchir aux implications du recours à la biographie dans nos projets mémoriels et de questionner la manière de le faire. Il faut d'abord, je crois, être conscient que cet usage du biographique dans le travail de mémoire prend place dans l'ère du storytelling généralisé. On retrouve finalement l'usage du biographique dans tous les domaines de la société. Les politiques mettent en avant leur histoire de vie, plus que leur programme parfois, pour nous inciter à les élire. Les entrepreneurs mettent en avant, pareil, leur histoire de vie pour nous vendre leurs produits. Tout un chacun se raconte sur les réseaux sociaux, construit son propre récit de vie. Tout passe aujourd'hui par un storytelling. Tout semble devoir passer par un storytelling pour arriver à capter l'attention du public. Et ça fonctionne relativement bien. Mais nous savons bien que tous ces récits dont je vous parlais, de politique, d'entreprise, etc., tous ces récits sont en grande partie fictifs. Ils sont construits dans un but déterminé, nous faire élire quelqu'un, nous faire acheter un produit, nous faire aimer une personne, etc. Et il me semble qu'il ne faudrait pas tomber dans ces mêmes travers quand nous utilisons des biographies dans un but pédagogique. Et les réflexions des historiens sur l'écriture biographique peuvent nous aider, nous guider dans nos pratiques. Depuis que l'histoire en fait, s'est construite comme une science au XIXe siècle, l'écriture biographique a été mal perçue. Pour le dire vite, deux critiques principales ont été formulées. D'abord, les travaux biographiques se sont longtemps concentrés sur les, entre guillemets, grands hommes et laisseraient à penser que l'histoire serait faite par quelques individus aux qualités personnelles, avec une tendance des biographes à psychologiser ou moraliser leur comportement. On construit la figure du héros, la figure du sadique, etc. Et cette approche omet que l'histoire est aussi, peut-être même surtout, faite par des forces collectives, par des structures sociales. C'est pourquoi les historiens, surtout dans les années 50, 70, ont privilégié à l'inverse les études sur les structures, les études statistiques, les études prosopographiques. Donc on prend un groupe d'individus qu'on étudie, parce qu'on considérait que ces études étaient plus objectives finalement que des biographies. Une deuxième critique importante, c'est l'idée qu'en mettant en récit une vie, à partir du moment où on écrit le récit d'une vie, forcément, on est amené à la simplifier, à l'interpréter. On en fait une histoire cohérente, linéaire et intentionnelle, comme si elle était guidée d'un bout à l'autre par un sens, un projet unitaire avec des événements qui s'enchaîneraient de manière logique dans une direction donnée. Alors qu'on le sait bien, la vie est bien plus complexe que ça. Par définition, c'est un tourbillon fait notamment de contraintes, d'opportunités qui se présentent ou pas, du poids des structures, etc. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait l'illusion biographique. Finalement, on ne ferait qu'inventer des histoires qui n'existeraient pas. Les biographies ne seraient que des fictions. On ne ferait même la recherche que du storytelling finalement en narrant des vies. Mais depuis les années 80, les universitaires se sont réemparés de l'écriture biographique en prenant en compte ces critiques, et notamment l'historiographie du nazisme, qui doit beaucoup à l'écriture biographique. On pense à toutes ces biographies sur Adolf Hitler, qui ont à chaque fois renouvelé notre connaissance, notre approche du nazisme en tant que phénomène. Et on utilise donc, les historiens utilisent de plus en plus la biographie comme un outil d'analyse, un outil de connaissance. Donc, ce n'est pas simplement un outil pour transmettre, mais c'est aussi un outil pour
connaître, appréhender le passé. Et ces enseignements des historiens, on a essayé de les mettre en pratique dans notre cycle, en particulier dans le choix des biographies, quelle biographie choisir, et dans le mode de traitement, comment traiter ces biographies. Alors, pour ce qui est du choix des biographies, nous avons tenu à ne pas nous concentrer sur ceux qui seraient, qu'on qualifie de grands hommes de l'histoire de l'Alsace durant la guerre. Donc, grands hommes au sens de figures importantes hein, qui auraient fait l'histoire. Et en premier titre, on pense à Robert Wagner, le chef de l'administration civile allemande. On n'a pas non plus voulu se concentrer sur les parcours déjà plus identifiés dans la mémoire collective, comme les Incorporated Force. Alors, on en a présenté quelques-uns, mais on voulait plutôt mettre les projecteurs sur d'autres parcours moins connus. Nous avons essayé de mettre en valeur des figures de l'ordinaire et des figures d'expérience méconnues, des enfants, des homosexuels, des Outspokenleiter, etc. Par ailleurs, l'objectif était de souligner la variété des expériences de guerre, donc montrer toute cette diversité. Évidemment, on ne pouvait pas toucher à l'exhaustivité. Ce n'était pas possible de présenter toutes les expériences de guerre. Mais l'idée, c'était de présenter des expériences qui étaient méconnues pour faire réfléchir à la population et élargir sa vision, se dire que finalement, il existe d'autres choses, même si on ne peut pas tout présenter. Par ailleurs, pour ce qui est du traitement des biographies, on peut résumer en 4 points importants notre méthode. Il nous paraissait important de chaque fois présenter et questionner les sources. Et c'est souvent un travail qu'on nommait dans le travail mémoriel, de montrer que l'écriture biographique s'appuie sur des sources et que ces sources ont elles-mêmes des limites. Et il s'agit de faire prendre conscience à la population de la manière dont on peut construire ses vies, sur quelles archives on s'appuie. Et notamment en distinguant ces documents qui seraient produits par les personnes elles-mêmes, les fameux égo-documents, et les documents qui seraient produits par les acteurs répressifs. Écrire l'histoire d'une personne, par exemple d'un homosexuel, à partir de l'enquête de police qu'on retrouve facilement dans les archives, ou à partir de lettres ou de journaux intimes qu'il aurait lui-même écrit, c'est pas mal la même histoire qu'on va écrire. Et ça, c'est important de le faire comprendre. Il est également important de réfléchir à la date de production du document. Est-ce que c'est un document contemporain aux événements ou est-ce qu'on se base sur un témoignage a posteriori? Témoignage a posteriori 2 ans après la fin de la guerre ou 50 ans après. Toutes ces choses-là sont à évoquer. Par ailleurs, pour ce qui est des catégorisations, nous avons bien évidemment veillé à ne pas reprendre celles construites par les acteurs de la répression, ni même celles construites par les acteurs de la construction mémorielle, mais de partir autant que possible des représentations de soi des concernés, comment elles-mêmes se voyaient. Un bon exemple, c'est quand on parle des homosexuels. Je fais beaucoup d'exemples par rapport à ça parce que c'est donc mon sujet, mais c'est un bon exemple. C'est compliqué pour nous, 80 ans après, de dire qu'une personne est homosexuelle parce qu'elle a, au motif qu'elle a été condamnée par des tribunaux allemands pour homosexualité. Comment se percevait cette personne? Est-ce qu'elle aurait accepté cette catégorie ou pas? Donc, veiller à cela. Mais surtout, nous avons tenu à ne pas transformer chaque vie en exemple type. Nous sommes donc refusés à classer, à enfermer les biographies dans des types figés et unitaires de comportement. Typiquement, le collaborateur, le rallié, le résistant ou la résistante, la victime, d'enfermer les gens dans des catégories. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire dans le travail pédagogique, parce que effectivement, c'est ce qu'il y a de plus évident, de plus simple. Mais cela omet que chaque vie est bien plus complexe que cela. Même un résistant ou une résistante, un rallié, etc. On ne peut pas résumer sa vie à cela. Et c'est pour cela qu'on s'est imposé de construire des catégories transversales et neutres. Donc pas le résistant ou le rallié, mais plutôt
les femmes. Et à travers, par exemple, une des conférences débat sur les femmes, on a pu présenter des femmes avec des parcours différents ou même une femme qui a eu dans son parcours personnel des trajectoires complexes et qu'il est difficile de résumer sous l'appellation de résistante ou de ralliée. Autre groupe transversal, les enfants par exemple, les prêtres, les étrangers, etc. Et ces catégories-là permettent de développer la nuance, la complexité, puisque ça a été vraiment le maître mot, c'est notre troisième point, de toujours essayer de valoriser la complexité des parcours, de mettre en valeur les contradictions, les ruptures, les zones grises, etc. Et bien évidemment, à éviter toute interprétation psychologisante ou moralisante. Nous ne voulions pas transformer les uns en héros, les autres en monstres, mais souligner à chaque fois la dimension humaine, la complexité des choix, l'importance des circonstances, des contraintes, des opportunités et du poids des structures dans les parcours de chacun. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons rejeté le terme de destin, qu'on a tendance un peu par facilité de langage à employer. Le mot destin renvoie à l'idée de trajectoire orientée vers un objectif particulier et empêche de réfléchir à la multiplicité des facteurs qui construisent en réalité un parcours et des choix individuels. On n'est pas un destin, on prend des choix. Et la question, c'est pourquoi à tel moment on prend tel choix. Et ce n'est pas qu'une histoire de psychologie personnelle, c'est aussi un contexte, des opportunités qui se présentent ou pas. Et c'est important, me semble-t-il, de souligner ces aspects. Et un exemple qu'on pourrait mettre en valeur, je vous parlais de Bischofsheim, ce village en Alsace, dont on a évoqué le curé du village catholique. Et c'était très intéressant d'entendre cette présentation, puisqu'elle a montré toute la complexité et finalement, il a la réputation d'être un collaborateur des Allemands. Et d'ailleurs, il a été enfermé à la fin de la guerre au Struthof pour collaboration. Mais quand on l'étudie, on voit que c'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, il existe des documents rédigés par les nazis qui lui sont opposés, hein, parce qu'ils le trouvent, qu'il défend beaucoup trop le catholicisme, qu'il a refusé de mettre un portrait d'Hitler, me semble-t-il, au presbytère, ce genre de choses, etc. Donc on voit que la figure est bien plus complexe que ce qu'on pourrait en penser d'emblée. Dernier point, nous avons insisté les intervenants à articuler autant que possible l'individuel et le général, le particulier et le général. Et donc à ne pas étudier les individus comme des isolats, mais bien à les mettre en lien avec leur contexte et à toujours monter en généralité, à quel point une personne est représentative ou pas d'un groupe de personnes. Est-ce que c'est un cas particulier ou pas? Et on en arrive au fait que finalement l'outil biographique devrait toujours être utilisé pour comprendre le général. On rentre par le biographique, mais pour comprendre le général. C'est ce que je vous disais avec les biographies d'Hitler. Finalement, c'est moins la personne d'Hitler en elle-même qui est intéressante que de comprendre le processus du national-socialisme, mais à travers son parcours. Et on peut dire que l'outil biographique peut être utilisé de deux manières pour toucher au général. Soit on peut le considérer comme une sorte de microscope. On peut étudier le général à partir d'un cas particulier, comme pourrait le faire un microscope, dans le sens où on peut aller plus dans le détail, comprendre des phénomènes qui ne sont pas visibles lorsqu'on étudie des grands groupes. D'où l'image du microscope. Mais on peut aussi considérer l'outil biographique comme une lampe torche. Finalement, la biographie d'une personne devrait nous permettre d'éclairer tout son environnement et à partir de cette personne de comprendre ce qui l'entoure et de comprendre le général. D'où l'image du microscope ou de la lampe torche. Comme je dépasse un peu, je vais essayer d'aller plus vite sur l'approche transfrontalière. Là aussi, un double constat. Je vous disais, les travaux scientifiques se font de plus en plus à l'échelle transfrontalière, soit franco-allemande,
en comparant notamment le cas de l'Alsace au cas de Vichy et au cas de l'Allemagne, où ça se situe entre les deux. Aussi en comparant à l'échelle européenne, notamment tous ces travaux qui comparent le cas de l'Alsace aux autres territoires annexés, le Luxembourg, la Pologne de l'Ouest, la Slovénie, etc. Mais bien sûr aussi l'échelle d'analyse du Rhin supérieur. Et différents projets de recherche ont été menés dernièrement sur le sujet. Alors, comme cela a été dit, ça a été mon approche lors de ma thèse d'aborder la question de la répression de l'homosexualité à la fois en Alsace et en Pays de Bade. Ça a été aussi fait par Théophile Leroy, qui a soutenu, là, il y a peu, une thèse sur les nomades, les populations nomades du Rhin supérieur. C'était d'autant plus intéressant pour la question des nomades que ces nomades circulaient, et même sous le nazisme, par-delà le Rhin. Donc il n'y a pas d'intérêt à étudier les nomades alsaciens en tant que tels, mais vraiment d'étudier, d'élargir le cadre à tout le Rhin supérieur. Donc l'étude, la recherche s'intéresse à ces études transfrontalières, transnationales. On pourrait aussi évoquer du côté allemand l'université de Freiburg, qui dans son travail sur les ministères du Bade et du Württemberg, donc les fonctionnaires allemands sous le nazisme en Bade-Württemberg, ils sont aussi intéressés à la question de ces fonctionnaires en Alsace. Quel rôle ils ont joué en Alsace? Donc on voit que ces initiatives sont aussi prises en Bade qu'en Alsace. Pourtant, la mémoire reste principalement construite à l'échelle régionale ou nationale. Et c'est toujours une gageure d'arriver à construire une mémoire au-delà du cadre national. Et en Alsace, c'est même une gageure de construire une mémoire au-delà de l'échelle régionale. Pourtant, de plus en plus de projets mémoriels prennent cette échelle de travail. Donc, je vous le disais, par exemple, le travail de Sandra Busch, qui a impliqué des scolaires alsaciens et badois. On peut penser à la présentation à l'Eurart de l'exposition de la bibliothèque de la BNU sur l'Alsace en guerre. Voilà, beaucoup d'initiatives. Et il me semble que ces initiatives émergent de la société civile, des institutions locales, au niveau local. Et c'est vraiment un bon signe. C'est pas quelque chose qui vient du haut et qui est imposé, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a un besoin. Ça émerge du bas, d'initiatives locales, société civile, institutions locales, comme le Blaues Haus, et on peut s'en réjouir. Et ça a été donc aussi notre approche. Pour le dire vite, l'objectif, ça a été de faire connaître l'histoire du voisin, que les Badois connaissent l'histoire des Alsaciens et vice-versa, mais surtout de montrer que les histoires sont imbriquées. C'est finalement la même histoire, et c'est pour ça qu'on a mis en valeur des parcours croisés, notamment cette famille badoise à Ketterer et alsacienne Metzger, qui sont liés par une ferme en Alsace. Et donc, projet de Claudius Heitz, et qui vient de sortir d'ailleurs, la publication de ce projet est en bilingue. Donc, c'est vraiment un exemple type de ce qu'on essaie de mettre en avant. Ou un autre exemple, un couple d'homosexuels alsaco-badois, Eugène Egermann et Joseph Martus, une histoire d'amour entre deux hommes, allemands et français, durant la guerre, qui ont été réprimés. L'allemand, en tant que policier, a été condamné à mort, fusillé à Stuttgart. Et c'est une histoire qui me paraît important de mettre en avant, puisqu'elle montre qu'il a existé, au-delà des relations de domination, aussi des relations du quotidien entre Alsaciens et Badois, des relations affectives qui nous permettent d'écrire une histoire de la guerre et de l'annexion autrement. L'objectif de tout cela, c'est de construire une histoire régionale transfrontalière et à terme, que ça puisse servir de modèle pour finalement écrire une mémoire, construire une mémoire européenne commune. Commune mais plurielle, puisque tout le défi, c'est toujours d'écrire un récit unique, mais qui prenne en compte les spécificités locales. Tout cette idée d'une mémoire européenne commune mais plurielle, et c'est un challenge important, d'autant plus, on le sait aujourd'hui avec les difficultés voilà, de la construction européenne. Merci.
Merci beaucoup Frédéric Strauss pour cet exposé passionnant qui nous invite à penser et repenser nos approches mémorielles et pédagogiques avec l'outil biographique. Et donc nous ouvrons les questions autour de l'exposé de Frédéric Strauss et puis plus largement après une discussion autour de l'ensemble des exposés de la matinée. Alors, une question. Also ich werde auf Deutsch sprechen. Ich glaube, Sie verstehen es. Ein herzliches Dankeschön für diesen profunden Einblick in Ihre Arbeit. Sehr interessant, unheimlich wichtig und ich freue mich, dass es solche Initiativen auf allen Ebenen gibt. Und da ich eher aus der Pädagogik komme und dankbarerweise haben Sie es ja angesprochen, das natürlich immer mitdenke, wollte ich einfach sagen, dass mir dieser Gedanke, den Sie ausgesprochen haben, über das nicht schicksalshafte des Seins, sehr wichtig erscheint, weil sich genau da auch Handlungsoptionen stellen. Und das ist genau der Punkt, an dem man, wenn man denn davon sprechen möchte, Demokratiebildung schaffen kann. Und von daher lieben Dank. Est-ce que tu aimerais répondre ou non? Une remarque plutôt. Oui, non, simplement oui, merci beaucoup pour cette remarque. Et effectivement, c'est important d'expliquer aux élèves qu'il y a toujours des choix et voilà, apprendre. Ouais. Ich habe eine Frage zu Ihrer Einstellung zum Storytelling. Sie sehen das ja eher kritisch. Ist das jetzt nur im Zusammenhang als wissenschaftlich forschende Methode, weil zum Beispiel die Sandra Busch hat ja eigentlich sehr viel mit dem Storytelling, mit den Schülern sehr viel erarbeitet. Also das habe ich nicht so ganz kapiert, wie Sie jetzt dazu stehen. Oui, donc also je réponds peut-être en français, mais c'est simplement, bien sûr, comme je disais, c'est un outil efficace et il ne faut pas omettre cet outil, enfin, l'aspect émotionnel d'identification. C'est vraiment un outil pédagogique pratiquement irremplaçable que d'utiliser les biographies dans le travail pédagogique. Je dis simplement qu'il me paraît important de prendre en compte les réflexions qu'ont pu avoir les chercheurs sur la question de l'écriture des biographies. Et c'est essayer à l'échelle, alors évidemment, avec des élèves, on ne peut pas complexifier à ce point-là autant que pourrait le faire un chercheur. Mais n'empêche, ça nous permet de réfléchir à la méthode à employer dans le travail, dans le travail pédagogique. Avec les 4 points là que je le donnais. Par exemple, quand on me dit qu'il faut éviter de psychologiser, par exemple, les interprétations, les choix des personnes, etc. Il me semble que qu'on peut le faire en classe également. Donc, je dis simplement que le storytelling est une manière de simplifier les choses et qu'il faut au contraire veiller à montrer la complexité des parcours. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais je ne dis en aucun cas qu'il ne faut pas le faire en classe. C'est un outil irremplaçable, mais qu'il faut réfléchir à la manière de le faire, ce qu'on fait tous, évidemment. Et mon idée, c'était simplement de mettre en avant quelques idées d'historiens ou de sociologues sur la question. Je me permets d'intervenir aussi sur cette remarque et cette question pour défendre et réexpliquer aussi la méthode de Sandra Busch qui a bien pris en compte
l'ensemble de ces limites aussi du travail biographique qui serait intentionnel, qui créerait une certaine linéarité. Les consignes que Sandra a développées visaient justement à casser cette linéarité en montrant les manques parfois de la biographie, les sources qui participaient à créer cette biographie. Donc, pas un récit linéaire, mais aussi un récit qui prend en compte la réception des élèves. Donc, du storytelling, mais qui prend en compte d'autres dimensions. Dadurch, dass es immer wieder mit dem Hier und Jetzt und der eigenen Biografie verknüpft wird und diesen individuellen Zugang im Prinzip zeigt, ohne dem Anspruch auf die Vollständigkeit, die es ja auch aus besagten Gründen bei Biografien gar nicht geben kann. Also da würde ich sagen, das sind auch Historiker, und das haben Sie ja sehr wohl referiert, oder kommen Historiker an Grenzen. Genauso, natürlich nochmals andere Grenzen, aber genauso, wie man bei dieser Arbeit an Grenzen kommt. Aber diese Methode ermöglicht es eben, diese Grenzen zu zeigen. Vielen Dank, Amelie. Ja, mein Name ist Margit Sachse und ich bin auch Sandra sehr dankbar, wie sie das aufgreift und ausbaut für die pädagogische Arbeit. Meine eigene Geschichte ist, dass ich Strukturgeschichte, Sozialgeschichte bei Wolfgang Schieder studiert habe, in Köln meine Staatsarbeit gemacht habe und dann später 10 Jahre an einer Biografie zum Adel, Gewinner und Verlierer während der napoleonischen Besetzung des Rheinlandes gearbeitet habe und eine Biografie verfassen durfte. Und damit war ich komplett sozusagen rausgefallen. Das war sozusagen ein absolutes Tabu in der Wissenschaft, das jetzt als Biografie populärwissenschaftlich aufzubereiten. Ich fand es aber wichtig, dass die Menschen, die dort rund um das Schloss lebten und im Rheinland verstanden haben, die ganze Sozialgeschichte, die damit verbunden war, und habe das sozusagen verteidigt, hatte auch einen Auftrag vom Rheinkreis Neuss, also vom Parlament sozusagen, und bin aber dennoch untergegangen, so ein Stück weit. Und ich denke, 20 Jahre ist das nun her und ich merke, wir brauchen aber genau diese biografischen Zugänge. Und Florence Hervé zum Beispiel, die ist ja eine wunderbare Brückenbauerin, die sehr als Germanistin in Deutschland und Frankreich wunderbare Biografien über Resistante, also Frauen im Widerstand, erarbeitet hat. Sie ist Luise Büchner Preisträgerin, kam nach Darmstadt, um mir zu sagen, es ist gut, was ich mache, dass ich mit Jugendlichen auch zum Holocaust biografisch arbeite. Aber am Anfang war das verpönt, es sei zu sehr Storytelling oder so etwas. Aber ich denke, die Jugendlichen sollten eben eigene Biografieerfahrungen machen, um dann selber zu Aktivisten werden gegen Holocaustleugnung. Denn jeder, der so diese Biografien erarbeitet hat in einem geschützten Kontext, kann zu einem Multiplikator werden. Und das ist ganz wichtig für die Demokratisierung dieser Forschung. Es darf nicht nur in der Wissenschaft bleiben, das Wissen. Also das hatte uns Professor Schieder auch vermittelt, dass es darauf ankommt, eben vergleichend, also länderübergreifend zu arbeiten, europäisch zu arbeiten. Aber die Form der Biografie war damals noch verpönt, 2005. Und ich bin froh, dass jetzt was in Bewegung kommt. Wir brauchen sowohl von unten die Bewegung als auch von oben und irgendwo eine Verbreiterung der Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich bin Sandra sehr, sehr dankbar, dass sie das jetzt so hier im transfrontalieren Bereich wunderbar gemacht, der transnationalen Bereich für das Elsass so schön aufbereitet hat. Und das kann man nutzen überall. Dankeschön. Ja, ich finde es jetzt ganz wunderbar, dass es einerseits die Möglichkeit gezeigt worden ist, wie wir pädagogisch, beziehungsweise eine Kollegin damit pädagogisch arbeitet. Aber was ich besonders bereichernd fand, sind gerade diese 4 Kategorien, mit denen wir uns annähern können, und zwar wirklich auch von wissenschaftlicher Seite her, denn in den Gedenkstätten sind wir ja auch gefordert, wissenschaftlich zu arbeiten. Einerseits pädagogisch, wie können wir dann diese Grundlage umsetzen, das ist dann der zweite Schritt, aber wir sind ja auch gefordert, die Grundlagen zu erstellen, und viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten ja in den Gedenkstätten und in den Archiven mit diesen Quellen
Und sei es die Stolperstein-Initiativen, sei es die Gedenkbücher in den jeweiligen Orten. Also da ist es, denke ich, ein sehr hilfreiches Tool, das nochmal zu reflektieren, den Gesamtkontext herzustellen und die verschiedenen sowohl mit dem Mikroskop hinzugucken, als auch mit der Taschenlampe, mit dem Umfeld es auszuleuchten. Und ja, auch dieses Schicksalhafte fand ich auch sehr wichtig für uns, das im Blick zu haben, diese Komplexität, die Brüche, die Einordnung. Deswegen wollte ich nochmal den Blick weiten, nicht nur auf die pädagogische Arbeit an den Schulen, sondern auch, die wir ja auch in den Gedenkstätten haben oder in den Archiven, Stadtarchiven. Gibt es noch eine Frage, würden wir annehmen, dann würden wir langsam in die Mittagspause gehen. Ich habe eine Frage zu dem Titelbild Ihrer Präsentation. Welche Geschichte erzählt uns dieses Titelbild? Ja, genau das. Oui, on a longtemps réfléchi à notre affiche. Qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant? Puisque l'objectif, c'était de montrer la pluralité des expériences de la guerre et de l'annexion. Au départ, on avait pensé à mettre plein de visages, comme j'ai pu le faire un peu plus loin dans une des folies. Mais on s'est finalement concentré sur cette image qui représente, c'est une image qui a été prise, donc c'est une image de propagande allemande, hein, qui a été prise lors du retour des évacués à Strasbourg, donc c'est dans la gare de Strasbourg, ces Alsaciens qui avaient été évacués au début de la guerre dans le sud-ouest de la France et qui ont donc été rapatriés par les Allemands suite à l'annexion. Donc on doit être en fin 1940. L'accueil donc à la gare de Strasbourg. Alors, l'image nous paraissait aussi très pertinente par rapport à nos enjeux, parce qu'elle nous montre des visages d'Alsaciens de différentes catégories. On voit une femme au premier plan, on a un homme, on a un enfant, une vieille dame, etc. Donc on a cette pluralité déjà de profils qu'on a pu mettre en avant. On a aussi la figure de l'occupant avec ses soldats allemands à l'arrière. Et on a aussi très interloqué par le visage de cette femme au premier plan qui semble, enfin c'est l'interprétation qu'on peut en avoir, un peu perdue, se demandant ce qui se passe, ce qui va se passer, puisqu'on est au début de l'annexion. C'est pour ça qu'on s'est décidé donc pour cette image-là. Noch eine letzte Frage. Dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage, wenn ich eine stellen darf. Je la pose en français. Tu as évoqué au début de ton exposé l'importance du dialogue qui a motivé ces rencontres, ces conférences, débats, d'un dialogue qui allait dans les deux sens, du monde de la recherche vers le grand public, mais aussi du grand public vers le monde de la recherche. Tu as déjà donné peut-être un élément de réponse à ma question, à savoir qu'est-ce que les chercheurs ont retiré de ce que tu appelles le grand public. Qu'est-ce qu'ils emmènent dans leur bureau. Je sais que la question est difficile, mais est-ce que vous avez déjà pu faire un retour aussi sur ce dialogue qui allait du grand public vers le monde de la recherche? Alors oui, c'est compliqué effectivement, et c'est pas quelque chose qui a été verbalisé, je pense, entre les universitaires. Mais je pense que ça a permis de faire prendre conscience aussi des universitaires, peut-être de la dimension que l'universitaire est
traite quand même l'histoire de manière assez froide, hein, et c'est ce qu'on lui demande, hein, d'avoir du recul. Et finalement, c'est un peu comme dans un laboratoire, voilà, à examiner ce qui se passe. Et finalement, on en perd un peu la dimension humaine qui a derrière. Et peut-être que c'est ça le plus fort, c'est que les gens qui ont pris la parole au cours de ces conférences, du grand public, donc comme je le dis, ont, ont évoqué l'importance de ces histoires, notamment au sein des familles. Euh, et ça me semblait important d'entendre toute cette dimension émotionnelle de comment les descendants peuvent encore vivre cette histoire. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, nous, en tant que historiens, de cette émotion. Et je pense qu'on a après pas forcément voilà, une réponse type à donner, mais je pense que ça a fait réfléchir sans doute certains historiens de cette approche-là. Mais après, on a aussi essayé de casser, quand on dit dialogue entre historiens et grand public, on s'est amusé, entre guillemets, au jeu de faire travailler des historiens professionnels sur leur propre histoire familiale. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça a été fait aussi en Belgique, dans les cantons de l'Est, hein, Eupen, Malmedy. C'est des historiens qui travaillent sur les cantons de l'Est belge annexés à l'Allemagne. Et ils se sont prêtés à cet exercice d'écrire leur histoire familiale. Et donc là, on se retrouve dans la double position, à la fois de scientifique qui doit analyser les choses froidement, et en même temps comme le descendant qui porte cette histoire-là et qui ne peut pas se défaire si facilement du discours qui a été tenu au sein de la famille et du caractère émotionnel. Et ça a été, je pense, c'est un bon exercice ça, pour les historiens aussi, de travailler sur leur propre histoire familiale. Aussi, un autre exemple, c'est très, très intéressant, je trouvais, une docteure en histoire de l'art, pas du tout spécialiste de l'histoire de l'annexion, mais qui a travaillé sur son arrière-grand-père. Et alors c'est un peu plus général que ta question, mais je trouvais ça assez représentatif de tout notre cycle. Dans cette famille-là, on racontait depuis des générations donc l'arrière-grand-père avait été un héros de la guerre, incorporé de force, évadé, qu'il était rentré à pied d'Allemagne jusque dans sa famille. Mais voilà que l'association d'historiens locaux a découvert qu'en fait, il s'agissait du Ortsgruppenleiter de la localité. Et la difficulté de la famille à admettre cette histoire-là. Et ils avaient pourtant conservé une boîte, et ça, j'ai trouvé ça formidable. Beaucoup de présentations qui ont été faites étaient basées sur des boîtes que les familles ont dans les greniers, ou dans ce cas-là, à la cave. Et j'avais vraiment l'image que finalement, chaque famille alsacienne a au moins une boîte, moi c'est le cas aussi, dans le grenier, qu'on ne regarde pas, qu'on a oublié. Et cette boîte, il suffit de l'ouvrir et de découvrir l'histoire familiale. Et finalement, j'allais dire, c'est un peu comme un Überraschungseier. On ne sait pas ce qu'on va découvrir dans la boîte. Certains vont découvrir, comme dans ce cas-là, qu'il était Ortsgruppenleiter, d'autres qu'il a été condamné par les Allemands, réfractaire, etc. Donc, et c'était vraiment l'objectif que chaque famille aille regarder dans le grenier, ouvrir sa boîte. Mais les choses ne sont pas si faciles que ça, puisque malgré le travail des historiens, la famille refusait d'admettre la vérité. Et pourtant, tout était dans la boîte qui conservait. Et c'est l'arrière-petite-fille, historienne de l'art, qui s'est confrontée à cette boîte et qui a aussi retracé le parcours. Mais le reste de la famille ne veut pas l'entendre. Et elle disait elle-même qu'elle était là
incognito qu'elle ne pouvait pas expliquer à sa famille. Voilà. Et c'est un bon exemple de ces tensions mémorielles, ces difficultés mémorielles qui existent encore en Alsace. Et j'espère qu'on a poussé le public à aller voir dans les greniers s'ils trouvent des boîtes. Et dans ce côté-là aussi, c'est important pour les historiens parce que c'est tous ces documents personnels qui ne sont pas dans les archives. Les historiens, ils en ont grandement besoin. Et donc là aussi, il y a pu y avoir du dialogue, des transmissions de documents. Et justement, pour pouvoir écrire une histoire à partir d'égaux documents, et pas simplement à partir des documents d'archives produites par les institutions publiques. Donc là aussi, c'est un dialogue où les historiens ont à y gagner. Merci beaucoup Frédéric pour cette réponse très détaillée qui conclut la matinée avec des boîtes, l'image de la boîte, les boîtes de Sigrid Sigurdsson, qu'on trouve, qu'on remplit, qu'on re-remplit, les boîtes de Francine Mayran. Je vous remercie pour cette matinée. Je vous invite, pour celles et ceux qui le souhaitent, à passer le déjeuner avec nous, qui aura lieu à l'étage d'Arena. On va vous y conduire. Et je vous invite aussi à signer notre liste de présence qui se trouve près de la boîte à l'entrée. Encore une boîte. Merci à tous et toutes. Merci aux gens